made my life et je t'en remercie. Et je pense que de toute façon, l'idée sera toujours la manière de communiquer, même lorsqu'il y aura des extraterrestres, parce qu'il y aura des extraterrestres, je ne sais pas quand, avec lesquels nous communiquerons. Je pense que le mode télépathique le plus court et le plus concis sera de communiquer par l'idée. Alors c'est pour ça que l'idée ramène le bonheur. Ce bouquin n'est pas... Ce bouquin n'est pas que des postures théoriques, et n'est pas que des définitions, et n'est pas que la créativité et le bonheur dans un sens, vu uniquement à travers des termes théoriques. Ce bouquin, c'est aussi un parcours de situations extrêmement précises, hein, à travers des campagnes, à travers des missions qui sont très précises, sur un territoire précis, et à des moments très précis de l'histoire. On en voit certains qui se passent avant la guerre, pendant la guerre, post-guerre, etc. Et ce qui me ramène aussi à cette notion de la créativité qui n'est pas seulement justement quelque chose de divin et de théorique, mais la créativité qui est le résultat en fait de réponses très très précises, à un moment très précis dans l'histoire et à un lieu très précis géographiquement. Pour moi, Farid est quelqu'un de très local. C'est très intéressant parce qu'il a travaillé des sujets qui ne sont pas a priori locaux, mais dans un contexte très local. Alors, il fut un temps où être moderne, c'était adhérer à des formules ou à des dogmes qui étaient universels, et puis avec le temps, on a commencé à remettre en question ces dogmes et ces formules universelles. On s'intéresse de plus en plus au local, au sens qui est produit très localement. Et dans ce sens, Farid est un international, mais de par le biais de ses interventions locales et de sa compréhension du territoire, sa compréhension politique, sociale et culturelle du territoire. Et c'est là que je crois que Nadine va avoir beaucoup à dire, parce que Nadine est une internationale, mais extrêmement locale. Je trouve ça exquis. D'abord, moi, je voudrais parler un peu de mon aventure personnelle avec l'expérimentation du bonheur. Et comment ça rejoint évidemment les idées dont tu as parlé dans ton livre et ce que tu viens de dire. Quand j'ai commencé à écrire mon premier film, Caramel, je me voyais souvent très sensibilité à fleur de peau. J'étais tout le temps heureuse, j'étais tout le temps... j'avais les larmes aux yeux presque tout le temps. N'importe quoi pouvait me toucher. Rien que de marcher dans la rue, écouter de la musique, voir quelqu'un traverser la rue tout simplement, mais avec une musique dans la tête ou une musique dans les oreilles, me donnait la chair de poule, me donnait les larmes aux yeux. J'avais une sorte de réaction physique que je n'arrivais pas très bien à comprendre, que je n'arrivais pas très bien à définir. Je ne savais pas ce qui se passait en moi. Bref, donc j'ai fini d'écrire mon premier film Caramel, je l'ai réalisé, j'ai finalement trouvé les fonds et les producteurs et tout ce qu'il fallait pour le faire. J'ai fait mon premier film. J'ai fini Bon, on l'a projeté à Cannes, première projection, évidemment, acclamation, grande appréciation. Le film était un grand succès. Le film a voyagé partout dans le monde, il a été dans plein de festivals. Et à chaque fois, il y avait une sorte d'euphorie autour de moi. Tout le monde était heureux, tous les gens qui voyaient le film, il y avait une certaine célébration. Mais je ne comprenais pas pourquoi je mimais le bonheur. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas réellement heureuse. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais perdu cette sensibilité à fleur de peau. Qu'est-ce qui m'arrivait? Je ne comprenais pas si j'étais devenue une personne blasée, ou c'est parce que bon, j'avais fait mon premier film et à un moment je me suis ennuyée de voyager. Je n'arrivais plus à retrouver cette sensibilité, tout simplement cette sensibilité. Et ce n'est que quelques années plus tard, quand j'avais trouvé l'idée de mon prochain film, que j'ai retrouvé cette même sensation. Que j'avais de nouveau cette réaction physique très forte. C'est-à-dire que souvent, un rien pouvait vraiment me faire vibrer.
me faire palpiter le cœur, me donner la chair de poule. Et c'est comme ça que j'ai compris que finalement, ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage. C'est dans le voyage. Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais c'est dans la façon de gravir cette montagne. Ce n'est pas dans la réalisation de nos rêves et de nos vœux. C'est dans l'attente de la réalisation de ces vœux. Donc, voilà, c'est ça mon expérience avec le bonheur et c'est comme ça que je me retrouve avec ce que tu as écrit. C'est génial ce que tu es en train de dire, c'est génial. Cette expérience du bonheur, est-ce que chaque jour je lis les articles de Fifi et elle sait instiller le bonheur dans ses lecteurs. Est-ce que Fifi, tu pourrais nous donner ton point de vue à ce propos, s'il te plaît? En fait, je n'ai pas préparé grand-chose, mais je vais tout vous dire. Quand j'ai commencé à écrire ce billet, comme vous tous, j'ai grandi dans un milieu où, pendant 15 ans, on a vécu la guerre et les rares journaux qui arrivaient à la maison avaient des manchettes épouvantables. Je voyais les visages de mes parents s'allonger chaque fois qu'ils dépliaient ce journal. Et quand j'ai eu l'opportunité de travailler moi-même dans un journal et la chance d'avoir ce coin hebdomadaire pour publier un billet, j'ai voulu un petit peu casser ce cauchemar de mon enfance, de ces journaux qui vous laissaient des traces sur les toits et qui étaient vraiment, qui avaient des unes atroces. Et je me suis dit, je pense que les gens, comme moi à cette époque-là, comme mes parents, que je voulais un petit peu, pour qui je voulais un petit peu compenser ces années de cauchemar en quelque sorte, ressentent un peu d'empathie quand ils ouvrent un journal, qu'ils sentent que quelqu'un les tient par la main et leur dit c'est très grave, mais on peut regarder les choses autrement. Voilà, pour la motivation de mon écriture. Sinon, sur quoi je me base? Je me base sur la vie de tous les jours, sur ce que vous vivez, ce que je vis comme vous. Et il y a ce moment de partage, et ce moment merveilleux où, comme tous les gens qui écrivent dans un journal, vous rencontrez les gens qui vous lisent, et vous comprenez que quelque chose a passé entre vous et eux, et que c'est ça ce que vous recherchez. Et ça vous rend heureux. Bernard, tu as dit tout à l'heure, c'est Pchara ou Bernard, je ne sais plus, c'est Bernard, que Farid était d'abord un créateur local. Et c'est très important d'être enraciné dans sa culture pour pouvoir transmettre et parvenir à une certaine universalité. Il n'y a pas d'uniformité globale. Chacun parle avec le langage de ses racines, de ce qu'il a vécu, de son vécu, de sa culture, de ses traditions, de son entourage, son environnement, où il vit. Et ça intéresse les gens qui vivent dans d'autres pays, dans d'autres conditions, dans d'autres traditions, dans d'autres cultures. Ça les enrichit, ça leur apporte quelque chose. Et c'est en ça qu'ils viennent à notre rencontre à partir de ce que nous avons à leur offrir. Pour ce qui est du bonheur, il m'arrive parfois d'interviewer des artistes et parmi les questions que je leur adresse, c'est souvent « qu'est-ce qui vous rend heureux ?» Et là, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Youssef Nabil. C'est un grand artiste qui, sans doute certains d'entre vous en ont entendu parler, il colorise des photos en noir et blanc. C'est un garçon quadragénaire qui a vécu au Caire toute son enfance, qui n'était pas bien riche, mais qui a eu des opportunités. Il paraît qu'au Caire, pour entrer à l'école des Beaux-Arts, il faut avoir des pistons très solides parce que les Caïrotes sont si nombreux que les universités ne les contiennent pas tous. Donc il faut vraiment avoir de très, très forts pistons pour pouvoir accéder à une académie. Lui n'a jamais pu accéder à une académie d'art. Mais le destin a fait qu'il a rencontré Mario Testino à un moment donné, qui l'a embarqué aux États-Unis, qui a lancé sa carrière. Bref, ce n'est pas mon propos. Je lui ai demandé qu'est-ce qui vous rend heureux. Et il m'a dit, j'ai quitté le Caire depuis
15 ans peut-être. Ce qui me rend heureux, c'est quand je pense à ce moment, 15 minutes avant le crépuscule, dans le ciel du Caire, où les oiseaux deviennent fous, où la lumière est extraordinaire, et le Caire tout entier bruit de cette folie des oiseaux au moment du coucher du soleil, et qui accompagne le déclin du soleil jusqu'à sa disparition. Et moi, quand je suis dans n'importe quel pays au monde, quand j'ai un coup de blues, et que je repense à cette image, eh bien, je me sens comblée. Et je me suis dit à ce moment-là que le souvenir du bonheur, c'est aussi du bonheur. Donc en partageant mes propres souvenirs de bonheur, parfois je parviens à toucher chez quelqu'un qui me lit un souvenir de bonheur qui lui appartient aussi, puisque nous avons tous vécu dans les mêmes paysages, dans le même environnement, dans les mêmes plaisirs, dans les mêmes peines, dans les mêmes tragédies, dans les mêmes douleurs. Nous sommes une même personne quelque part finalement, nous vivrons les uns pour les autres parce que nous avons vécu la même chose. Et c'est ça qui, pour moi, fait notre véritable identité. On parle de bonheur, Je dois amener sur terre un peu plus sur cette question du local. Et je vais passer la parole à mon ami Labir parce que une question que je n'ai jamais posée, alors que c'est mon ami Labir que je vois pas trop souvent, mais dans quelle mesure est-ce que tes origines, ton terrain de départ, ce territoire qui est le nôtre ici, reste important dans ce que tu fais alors que tu passes une bonne partie de ton temps autre part? Tu es à Paris, je crois que tu es basé à Paris, tu es presque plus là. Hein? Je suis plus à Paris, oui. Ouais. Et donc ton rapport avec ton territoire, ici, du moins. Enfin, mon rapport, je ne me pose pas trop la question. Je suis né ici, j'ai vécu ici, j'ai tout appris ici. Donc quelque part, c'est moi. Et j'ai eu la force de m'exprimer sur mon identité et sur mon territoire quand j'ai quitté ce territoire, parce que je l'ai vu de loin, il m'a manqué. Et j'ai senti qu'il faut que j'en parle pour retrouver un bonheur, pour être heureux. Et j'ai eu la chance, en fait, dès le départ, quand j'ai commencé à travailler, même quand j'étais au Liban, j'ai jamais été influencé que par ce que je ressens. J'ai toujours été influencé par ma propre expérience, n'importe laquelle, par ma propre émotion. Et parce que je me rappelle, il y a un truc très drôle, quand je suis arrivé à Paris, quand je suis arrivé à Beyrouth, quand j'ai commencé à travailler, on m'a traité de Parisien. Et je trouve ça drôle, mais bon, d'accord. Et quand je suis reparti à Paris, bon, il fallait, parce qu'il faut toujours cataloguer les gens, et je trouve ça sert à rien, parce que voilà, je fais un travail, pourquoi me traiter de quelque chose. Mais là, j'étais content quand on me dit que je suis oriental, quand on dit que je suis méditerranéen, quand on dit que je suis arabe, quand on dit que je suis rabi. Et finalement, tout ça, c'est moi. Je le véhicule en écoutant que mon propre cœur, en écoutant que transmettre finalement ce qui nous caractérise en plus ici dans ce pays, c'est finalement notre force à exprimer notre émotion, parce qu'on n'a pas vraiment peur, on s'en fout. Donc que ce soit une émotion triste ou joyeuse, on l'exprime souvent, et c'est ce qui nous rend heureux quand on fait un travail, c'est être vrai, fermer, ne pas écouter. Dans la mode, il y a tellement d'influences, de tendances et de choses qui sont imposées, que ce soit par les tendances artistiques ou le commercial. Je suis tellement heureux quand je fais une création qui ne répond à aucun critère que mon cœur. Et voilà, c'est ça que je le regarde comme si, à chaque fois vous parlez de rapport entre le bonheur, la création et la sexualité, à chaque fois c'est un orgasme pour moi quand une robe sort. C'est quelque chose, parce que c'est un acte de création finalement. Et c'est un accouchement, c'est un rapport sexuel. Enfin, moi
je caresse mes tissus, je caresse mes robes, il y a toujours un rapport tellement sensuel et érotique avec tout mon travail, et je suis toujours très heureux. Je caresse mes tissus pour commencer, après je caresse le mannequin quand je module une robe, et tout ça, c'est un travail très intimiste, et après, une fois que c'est prêt, une fois que j'en suis fier, je le montre. C'est des fois que c'est comme un enfant comme ça qu'on offre, ou une offrande. Et le pays, aujourd'hui, le Liban m'a toujours nourri et m'a toujours inspiré. On parle de lumière, on parle d'histoire, on parle de bruit. Et je suis toujours très heureux quand une fois que je suis à Paris, l'autre ville m'inspire aussi. Et tout d'un coup, ces deux inspirations, ces deux villes me font de moi ce que je suis, ce que mon travail, mon émotion devient comme ça un truc schizophrène. On appelle ça ce qu'on veut. Moi, j'appelle ça de la richesse et de la force. Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de plaisir, de sexe et de caresse quand on est en ta présence? Enfin, je crois que vous êtes un peu plus sérieux. Bon, j'aimerais juste revenir sur l'aspect politique, la dimension politique à ton métier. Politique dans le sens où je crois que la pub aussi contribue à écrire l'histoire. Parce que je revois des pubs qui me ramènent à mon enfance et qui sont, une fois de plus, très locales, très béroutines. Mais je vois aussi que cette histoire s'est écrite autour de certains personnages aussi. Donc on retrouve des personnages dans ton bouquin qui sont très clés. Et c'est dans ce sens-là, je crois que tu es extrêmement contextuel, parce que la notion du territoire et du contexte ne se construit pas dans ton bouquin, dans tes campagnes, autour de clichés, ou de choses, ou de consensus, ou de